Sud Radio, le magazine des champions. Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir, c'est non sans une certaine émotion que nous vous retrouvons pour la 50e de Champions du sport au business. Une rencontre chaque semaine avec des champions au double parcours. Notre invité d'honneur pour l'occasion, à jamais l'ex-tennis-woman devenue ministre des Sports et des Jeux de Paris 2024, Amélie Oudéa-Castéra. 2 années et demie ont été intenses, les plus passionnantes de ma vie professionnelle, terriblement exigeantes, dures parfois, mais tellement fortes et au total si belles. Il existait une fête de la musique, je trouve que le fait qu'il y ait maintenant une fête du sport, c'est une formidable nouvelle. On a besoin tous d'inscrire plus d'activités physiques et sportives dans notre quotidien. Et la dynamique est bonne. C'était une journée évidemment historique hier avec ces 5 médailles d'argent, avec ces 2 médailles d'or, avec cette médaille de bronze. C'est jamais arrivé qu'on ait une telle réussite comme ça dans des Jeux Olympiques en une seule journée. Donc il faut la savourer, saluer nos athlètes qui se sont extraordinairement bien préparés. Mai 1997, Amélie Castéra a 19 ans. Elle est championne de tennis et décide brutalement d'arrêter sa carrière. Elle vient sur le plateau de l'émission Ça se discute de Jean-Luc Delarue, la thématique les enfants prodiges. J'ai jamais été ni considérée, ni je me suis jamais sentie comme une enfant prodige. J'étais vraiment équilibrée, intéressée par le tennis, intéressée par les études et en même temps consciencieuse. C'est-à-dire que j'avais envie de faire bien les choses que j'avais décidé de faire. Quel parcours depuis. Bonsoir Amélie Oudéa-Castéra. Bonsoir. C'est touchant ce moment. Oui, c'est touchant. Ouais. Championne, dirigeante d'entreprise, ministre et aujourd'hui présidente du Comité national olympique et sportif français, le fameux CNOSF. Face à vous, de l'autre côté du filet, l'expert entrepreneurial de cette émission. Bonsoir Thomas Binet. Bonsoir Frédéric, bonsoir Amélie Oudéa-Castéra. Et bonsoir à toutes et à tous on aussi. Souhaite bon anniversaire, 50e. On va se le souhaiter, 50 numéros, c'est quand même quelque chose. Très honoré d'être ce numéro anniversaire. Ah non, c'est dans l'autre sens que ça marche. Amélie Oudéa-Castéra, vainqueur de l'Orange Bowl à 14 ans, directrice générale de la Fédération française de tennis, ministre des Sports, un parcours inspirant pour la 50e de Champions du sport au business, dont vous êtes madame, l'invitée d'honneur. Sud Radio, le magazine des champions. C'est le premier rendez-vous de l'émission, Amélie, le relais, une série de questions sur le lien entre votre carrière de sportive et votre parcours politique. Amélie Oudéa-Castéra, qui est le plus difficile à terrasser, la légende du tennis, Martina Hingis, ou un ministre de l'économie peu convaincu par l'importance du sport? Martina Hingis. Ah C'était vraiment la Mozart du tennis, elle m'a profondément marquée. J'ai un jour mené contre elle 6-3, 2-1, 30-15 en demi-finale des championnats de Wimbledon Junior. Ouais. C'est l'un des plus beaux souvenirs les plus intenses de ma vie tennistique. Et après, Bercy, j'ai essayé de convaincre Bercy de nous accompagner. Et à l'époque, je crois qu'on a pu vraiment compter avec leur soutien pour avoir des moyens pour le sport, pour montrer que c'était un bon investissement d'accueillir ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Bon. Et que les retombées de tous ordres pour le pays étaient formidables. Donc bonne relation avec Bruno Le Maire, notamment. En tout cas, avec les équipes de Bercy, les choses ont toujours été constructives et je suis convaincue, les derniers arbitrages sur le budget, je pense, qui se sont améliorés, le montrent qu'il faut qu'on continue à porter vraiment ce plaidoyer et à rappeler toujours y compris et en particulier à Bercy, que 1 euro investi dans le sport, c'est 13 euros d'économiser, parce qu'il y a énormément d'externalités positives sur la santé, l'éducation, la prévention de la délinquance, toute une série de choses. Aujourd'hui, notre pays engloutit 140 milliards d'euros de manière passive dans la sédentarité, l'inactivité physique. Il est important, au contraire, de renouveler notre modèle et de faire en sorte qu'on élimine ces mauvaises dépenses-là pour avoir une nation plus sportive. On a coutume de dire un ministère des Sports, mais 7 ministères concernés au premier plan. Amélie, vous jouez en double avec un certain Emmanuel Macron depuis l'ENA, où vous étiez dans la même promotion, jusqu'à la place du Trocadéro pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Il restera l'un de vos partenaires préférés ? Alors, je n'ai jamais joué au tennis avec lui. Ah ! Non. J'ai pu voir ses talents au football quand, en effet, on était dans la même école plus jeune. Mais non, j'avais tout un groupe de copains avec lequel on jouait beaucoup au tennis, mais pas lui. Je sais par contre qu'il continue de s'entraîner, notamment quand il arrive à rentrer au Touquet. Et je pense que
On a en tout cas un président qui aime le sport, qui a beaucoup œuvré au soutien du sport. Et c'est plutôt une chance. Je pense qu'un certain nombre de choses qu'on a pu impulser, je pense aux 30 minutes d'activité, à ce qu'on a fait aussi pour le double projet de nos sportifs, les places en sport-études, ce sont différents dispositifs où les 2 heures pour les collégiens, 2 heures de sport supplémentaires, c'est des dispositifs sur lesquels il a eu une implication personnelle et je pense que c'est bien de le rappeler. Et troisième et dernière question du relais, Amélie Oudéa-Castéra, vous poursuivez le combat politique dans un contexte d'une rare hostilité alors que vous ne vous n'êtes pas senti capable de poursuivre votre carrière de tenniswoman professionnelle. Vous l'avez dit dans l'émission. Alors, c'est si difficile le sport ? Oui, c'est extraordinairement difficile parce que c'est un monde d'adversité, c'est un monde de compétition, c'est un monde où il faut constamment aller vraiment au dernier bout de soi-même, où le regard des gens sur vous peut changer selon que vous gagnez, que vous perdez. Vous avez l'impression d'être un sportif amoureux de sa discipline et de finalement avoir le même niveau d'engagement, de pertinence, et vous vous rendez compte que les choses peuvent être instables, fragiles. À l'époque, moi, où j'étais joueuse de tennis, c'était aussi très difficile parce qu'on n'avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas le monde des réseaux sociaux, il n'y avait pas la même capacité de se connecter au reste du monde. Et c'est vrai que c'est, pour moi, aussi des souvenirs de relative solitude dans des chambres d'hôtel, dans des halls de gare, d'aéroports. Et j'ai trouvé que c'était très exigeant. Et j'ai aussi beaucoup été marquée par le fait qu'à 18 ans, je me suis retrouvée au fond face à un dilemme qui était soit les études, soit le sport. Et je me suis toujours promis à l'époque que si un jour je pouvais faire quelque chose pour nos sportifs et faire en sorte qu'eux n'aient plus ce dilemme et qu'ils puissent concilier des études et un parcours sportif à très haut niveau, j'essaierai de le faire et je suis contente d'avoir pu œuvrer en ce sens avec une très belle innovation qui s'appelle EPTA, qui est assez peu connue, qu'on a réussi à monter avec l'ESSEC, Centrale Supélec et Sciences Po, et qui aujourd'hui accueille des promotions de à peu près 30 athlètes. C'est le tout premier diplôme qu'on a créé pour les sportifs de haut niveau dans notre pays. Et moi, j'ai envie qu'on se dise que il n'y a pas que les universités américaines qui sont capables de proposer ce genre de modèle. Parce que beaucoup de jeunes sportifs sont obligés d'arrêter avec les études supérieures. Amélie Oudéa-Castéra, vous êtes présidente du CNESF et vous menez un combat ambitieux pour honorer l'héritage de Paris 2024, un vrai travail de chef d'entreprise. Et là, bien sûr, Thomas Binet prend la main. Vous savez, Anne-Émilie, on a une tradition dans Champion tous les samedis soirs avec Frédéric. Quand on reçoit notre invité, il va nous expliquer pendant 1 minute son projet entrepreneurial. Alors pour vous, c'est un peu différent, au-delà du fait que c'est la 50e. Vous êtes effectivement présidente de ce comité. Est-ce que vous avez la capacité en 1 minute, esprit de synthèse, de nous expliquer le projet que vous portez pour les prochaines années ? Je suis sûr que oui. Je porte un projet d'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques. Allez, c'est parti pour le chrono. On y va, c'est parti, 1 minute. Je porte un projet d'héritage pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, très concentré aussi sur la préparation des Alpes françaises 2030. Et pour le reste, je veux faire vraiment du CNOSF une institution qui soit forte dans le débat public, qui soit utile à ses membres et notamment ses fédérations, et qui soit moderne, c'est-à-dire qui arrive à emmener le sport français dans les nouvelles étapes de sa transformation. Qu'elle soit d'ailleurs numérique, économique, écologique, en matière de féminisation. On a vraiment des enjeux importants d'inclusion sociale aussi par le sport et c'est tout ça que je veux vraiment réussir dans un moment qui est absolument passionnant pour le sport français, exigeant, difficile, mais clé et très porteur. Bing sur le gong. Alors c'est magique, on s'arrange pour que ça fasse 1 minute. Ouvrons la feuille de match. Donc, Amélie Oudéa-Castéra se bat pour donner finalement plus de moyens budgétaires au sport. Ce n'est pas qu'une question d'argent, vous allez dire, Thomas Binet, et vos questions défilent. Alors, c'est pas qu'une question d'argent. On rappelle quand même que ce sont les idées qui font de l'argent et pas le contraire. C'est pas mal de le remettre dans le bon sens. On est d'accord ? Absolument. Bon, et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai porté auprès des collectivités locales dans un plaidoyer qu'on a remis pour faire du sport une grande cause municipale et dans lequel on insiste sur le fait que le sujet n'est pas d'investir davantage ou de dépenser plus, il est de faire mieux et d'avoir une plus grande efficacité collective dans la manière dont on appréhende les politiques publiques sportives. Alors rentrons, si vous le permettez, un peu dans la technicité du sujet. On regarde quand même que le financement du sport français repose beaucoup sur son public. Comment peut-on faire pour que ça ne soit pas toujours le cas ?
Il repose aussi quand même sur les collectivités publiques au sens large. Il y a les budgets du ministère des Sports qui sont autour de 750 à 800 millions d'euros aujourd'hui. Il y a un certain nombre de parties prenantes ministérielles qui concourent aussi à cet effort. J'étais hier matin au Centre national des sports de défense. Le ministère des Armées fait beaucoup pour la formation de nos champions. Le ministère de l'Intérieur est aussi engagé pour la sécurité des grands événements sportifs, pour ne citer que quelques exemples. Et au-delà de ça, les collectivités locales sont d'extraordinaires financeurs. Vous savez qu'au global, c'est de l'ordre de 14 milliards d'euros qui sont investis par les différents niveaux de collectivités, régions, départements, intercommunalités et communes. Les communes, à elles seules, c'est 9 milliards d'euros d'investissement. Sauf que près Thomas, de 6 milliards sur les équipements. Sauf qu'Amélie Oudéa-Castéra, Thomas va vous le dire, lui c'est un homme d'entreprise, vous attendez sans doute du privé, c'est ça? À un moment donné, forcément, il le faut, bien sûr. On est bien d'accord. Exactement, dans un contexte qui est celui qu'on connaît sur le plan budgétaire de notre pays, il est indispensable de pouvoir s'appuyer, d'ailleurs, comme on l'a fait à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques, sur des partenaires privés, avec des enjeux de sponsoring pour les grands événements, avec des enjeux aussi de mécénat. Mais le mécénat, je le souligne, a très bien évolué en faveur du sport dans la période récente. Ce qui est encore moins développé pour l'instant, c'est le mécénat de compétences, qui est un relais important. Et on a évidemment aussi besoin d'avoir un engagement des entreprises pour promouvoir la pratique sportive dans leur rang. On a besoin d'avoir un engagement de l'éducation nationale important pour la mise à disposition des installations scolaires, pour continuer à pousser la place du sport, bien sûr, dans nos établissements. Et puis, au global, on a besoin que nos clubs trouvent aussi des recettes d'activités croissantes, soient capables de proposer des activités, des services, une modernisation de leur modèle, de façon à ce qu'il y ait une participation du public qui vienne en contrepartie d'une vraie valeur ajoutée et de services innovants dans les territoires. Bon, on va continuer la discussion, Thomas Binet. Je sais que vous aviez encore d'autres questions, mais là, c'est le buzzer, celui qui annonce la mi-temps de champion du sport au business. Dans un instant, Thomas Binet donc challengera Amélie Oudéa-Castéra, ou quand l'iconique ministre des Sports des Jeux de Paris 2024 part au combat pour, entre autres, pérenniser l'économie du sport français. C'est sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le magazine des champions. Frédéric Brindel, Thomas Binet. De retour dans un champion du sport au business exceptionnel pour le 50e épisode. Amélie Oudéa-Castéra, présidente du CNOSF, est notre invitée d'honneur. Ancienne tenniswoman, devenue l'éternelle ministre des Jeux Olympiques de Paris 2024. Elle mène un combat pour l'avenir du sport français. Thomas Binet, reprenez la main juste avant la pause. Vous étiez sur les enjeux économiques. Vous vouliez aller sur l'enjeu du sport amateur. Oui, parce que je crois que c'est un enjeu majeur, parce que de là, par beaucoup de choses, la professionnalisation découle forcément de ce sport amateur. Alors moi, j'avais une question pour vous, Amélie Oudéa-Castéra. C'est comment peut-on aujourd'hui, justement, redonner souffle à ce sport amateur qui manque de beaucoup de bénévoles? Et ça, c'est un vrai sujet, parce que c'est aussi grâce aux associations que tout fonctionne bien. Aujourd'hui, on voit que le système s'essouffle. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire, dans votre vision, pour améliorer ça? Oui. Moi, j'aimerais juste quand même rappeler que le sport français va bien. On a à la fois des champions d'exception, des équipes qui gagnent. On a un nombre record de licenciés, 17,2 millions à travers les territoires. Et la pratique sportive, elle a très fortement progressé. Elle a progressé de 17 points en 12 ans. On a aujourd'hui 71% des Français qui pratiquent une activité physique et sportive régulière. En revanche, vous avez complètement raison de dire qu'il y a une forme d'essoufflement du bénévolat. La situation est assez contrastée parce qu'il y a à la fois un fort engagement autour du volontariat pour l'organisation des grands événements sportifs. Et en revanche, on voit que le tissu de bénévoles dans les clubs, il y a un besoin de renouvellement. Il y a une forme aussi de fatigue qui s'est installée parce qu'avec le temps, il y a eu une forme de complexité administrative qui a pu parfois peser sur les épaules des bénévoles qui se sont du coup un peu éloignés du terrain alors que c'est là qu'est leur passion. C'est le goût de la transmission qui les motive. Dans quelques jours, le 5 décembre prochain, qui est la journée internationale du bénévolat et du volontariat, j'organise au CNOSF justement un temps d'action
pour le bénévolat, dans lequel nous ferons des annonces fortes pour améliorer leur formation, améliorer aussi la reconnaissance de leurs compétences. C'est là un levier très important pour le rajeunissement et la vitalité du bénévolat, que des jeunes qui s'engagent puissent, dans leur CV, avoir un vrai bénéfice lié à cet engagement bénévole, avec une traduction en compétences de toute leur expérience. Dans Parcoursup, par exemple. Ça, c'est... Et puis dans ce qu'on appelle la valorisation des acquis de l'expérience. Et tout ça est précieux, et on a aussi à cœur de mieux animer ces communautés, parce que eux, ce qu'ils aiment, c'est le partage. On voit d'ailleurs quelques associations de volontaires des Jeux de Paris 2024 qui se constituent avec notre soutien, notre accompagnement. A bien marché, hein. Combien de personnes se baladent avec le maillot vert? Et oui, nos 45 000 volontaires qui ont été ce sourire et cette âme des Jeux. Mais au-delà de ça, nos 3,5 millions de bénévoles en France, il y a encore vraiment un élan, un engagement extraordinaire. Moi d'ailleurs, je veux vraiment les saluer et souligner que aujourd'hui, ce qu'on sait faire et la performance de notre modèle sportif leur doit énormément. Il faut qu'on arrive à continuer tout ça, tout en aidant sur certains métiers, sur certaines compétences, nos fédérations à se professionnaliser. Mais ça ne peut pas être la seule solution. Moi, je viens d'un sport, vous le savez Thomas, du cyclisme, où le bénévole, il gère un carrefour le dimanche pour les courses cyclistes. Et souvent, le bénévole, il a un conducteur complètement fou qui veut forcer et qui va rentrer dans le peloton. Et donc, il faut arriver à soutenir tout ça. Bon, c'est l'heure du coach. Allons-y. Sud Radio, le magazine des champions. Amélie Oudéa-Castéra, j'aimerais, avant de continuer, parce qu'on va notamment aborder le thème des collectivités locales qui vous est cher, vous êtes intervenue récemment. Franchement, vous êtes donc élue pour 4 ans, présidente du CNOSF. Qu'est-ce qui est le plus facile, d'agir en tant que ministre des Sports ou en tant que présidente du CNOSF sur la vie du sport? J'ai l'impression que c'est pas forcément ministre. Je pense que ni l'un ni l'autre ne sont faciles. Oui, ça c'est sûr. Mais là, vous avez 4 ans et sûr. Que le combat est magnifique. Moi, aujourd'hui, me battre pour renforcer la place du sport en France, parce que je considère qu'il est une partie de la réponse à beaucoup des maux de notre société. Les problèmes de sédentarité qu'on évoquait tout à l'heure, mais les problèmes plus largement de santé mentale, ce besoin de lien social, ce que ça inculque en termes de valeurs dans un moment et dans une époque où l'éducation est ce qu'il y a de plus important. On est aussi dans une logique de lien intergénérationnel, qui est un élément qui est plébiscité par les Français quand ils vont dans nos clubs sportifs. C'est tout ça, le sport. C'est vraiment quelque chose qui, en plus, extraordinairement inspirant pour la jeunesse, quand on voit le dépassement de nos champions et tout ce qu'ils sont capables d'inspirer, aussi comme fierté pour l'image de notre pays dans le monde et le rayonnement de nos savoir-faire économiques. Moi, je rappelle que le sport, je veux dire, c'est 2,4% du PIB, c'est 70 milliards d'euros de PIB, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'emplois, c'est un quart des associations en France. Donc tout ce tissu-là, c'est quelque chose de phénoménal. Donc c'est dur de se battre, ça, à fortiori dans des vents contraires. Mais vous, en tant que présidente du CNOSF, vous avez peut-être plus de latitude aujourd'hui. J'ai en tout cas un atout qui est la stabilité, l'ancrage dans le temps. Je suis élue pour 4 ans. J'ai cette légitimité que donne l'élection. J'ai la capacité, avec le programme que j'ai porté maintenant, d'avoir... J'ai donc expliqué ce que je voulais faire. Et aujourd'hui, dans l'action, on a commencé à dérouler vraiment méthodiquement tout le programme pour lequel on a été élu. Et je sens derrière moi une gouvernance unie, 110, maintenant 111 fédérations qui sont vraiment au diapason de ce qu'on essaye de porter comme effort et qui contribue avec un engagement absolument remarquable. Bon, donc on suivra ce combat, parce que finalement vous venez de commencer votre parcours en tant que... Et je ne lâcherai rien. Et ça, on s'en est aperçu, et ça tombe bien puisqu'en plus vous venez pour la 50e. Alors Thomas Binet, collectivité locale, tout ça, vous avez gratté? Oui, et parce que je pense qu'il y a aussi un problème, et je voulais vous avoir sur ce sujet, avoir votre point de vue sur le sujet, c'est la médiatisation des petits sports. Parce que quand on regarde un petit peu les choses, vous avez parlé d'argent, vous avez donné des chiffres, et on voit bien que le gros de ces investissements vont vers les gros sports. Comment aujourd'hui on peut régler ce problème-là? Est-ce qu'il faut, par exemple, revoir la répartition des droits télé ou des subventions pour assurer une forme d'équité entre les sports? Comment vous pouvez régler ce problème de ces sports qui n'arrivent pas à émerger alors qu'ils sont tout aussi sympathiques et tout aussi importants que les autres? Alors donc d'abord ces sports de niche effectivement et les collectivités locales après. Mais on va voir, c'est souvent lié d'ailleurs. Pas une question facile. Et cette transformation, cette évolution, elle prendra du temps. Mais on voit des petites disciplines qui commencent à émerger et à trouver leur public. On a différents leviers. D'abord, il y a la taxe Buffet,
qui permet d'avoir cette solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur. Aujourd'hui, son rendement est un peu abîmé par les difficultés économiques du foot, des droits du foot, mais on va, je pense, avec les progrès sur la Ligue 1, retrouver plus d'assises en la matière. Il y a également des mécanismes qu'on a institués qui permettent d'avoir des fonds audiovisuels qui permettent, par exemple, de mieux promouvoir des disciplines plus confidentielles, le sport féminin, le parasport, qui sont aujourd'hui un peu sous-médiatisés, même parfois beaucoup sous-médiatisés. On a, nous, un partenariat avec Sport en France qui nous permet aussi de donner un accès à des petites fédérations, des petites disciplines. Qui est la chaîne de télévision estampillée, voilà, c'est l'OSF. Et qui est un carrefour d'audience qui progresse, qu'on essaye de renforcer. On prendra l'initiative là-dessus dans les mois à venir. Et qui doit être un peu plus visible aussi. Et qui doit être plus visible et qui doit être accompagné. On a besoin de partenaires. C'est un combat de longue haleine. Il faut continuer à montrer l'intérêt de ces disciplines de manière ludique, d'avoir des rôles modèles, de permettre une exposition, des insights, comme on dit souvent, pour que derrière les compétitions, on s'attache à ça et puis qu'on fasse ce lien avec la pratique amateur, le goût de ces pratiques-là dans les territoires. Je pense à des disciplines extraordinaires et très populaires comme la pétanque, le sport boule qu'on a été voir récemment. Il y a deux fédérations, la fédération des sports de boule, fédération de pétanque, enfin bon, il y a pas mal de choses. Allez, ça, c'est les beautés de notre, de notre sport. Allez, collectivités locales, Thomas Binet. Oui, alors les collectivités locales, comment on peut mieux les faire adhérer à tous les projets? Parce qu'aujourd'hui, on observe bien, et l'exemple que vous venez de donner, deux fédérations, il y a beaucoup de monde, mais est-ce qu'il ne faut pas un peu structurer tout ça de manière à être peut-être plus efficace pour la sortie? Vous avez pris la parole récemment au Salon des maires. Exactement, en portant vraiment un plaidoyer pour que le sport soit une grande cause municipale. C'est un des thèmes positifs de campagne. Donc moi, j'ai vraiment encouragé les maires d'aujourd'hui, de demain, à porter ces thématiques-là, en leur demandant de bien nous aider à rapprocher les établissements scolaires des clubs sportifs. On sait qu'il y a eu trop de silos historiquement entre ces deux domaines qui sont essentiels à l'épanouissement de nos enfants. On voudrait aussi qu'ils puissent mieux embarquer la dimension sportive dans les politiques de planification urbaine, dans leur stratégie d'attractivité du territoire. Je vais vous citer un exemple. Aujourd'hui, on a 58% des athlètes de haut niveau qui citent le club de proximité comme l'un des 3 facteurs déterminants de leur réussite sportive. Évidemment. Ben ça se valorise dans une politique d'attractivité du territoire. On a besoin, par exemple, que dans leur politique de santé, il y a les contrats locaux de santé, qu'on ait systématiquement du sport santé qui soit bien embarqué dans tout ça. Que aujourd'hui, les 11 000 clubs sportifs qui sont engagés dans des actions d'inclusion par le sport, d'insertion d'une partie de la jeunesse. Vous savez que nos clubs, c'est des carrefours de vie incroyables où il y a des gens qui ont des opportunités économiques à proposer à des jeunes, un stage, un petit job d'été ou même simplement relire un CV, donner un conseil, apporter du mentorat. Synergie avec toutes les écoles aussi. Exactement, tout ça peut se construire et on a besoin des collectivités locales pour nous y aider, de la même façon pour animer les communautés bénévoles. Et nous, on leur propose un nouveau pacte sportif territorial en leur disant aussi ce que nous, on est là pour faire. Et en ce sens, je vais vous donner juste un exemple, mais avec la Banque des territoires du groupe Caisse des dépôts, on est arrivé avec une proposition d'un nouveau partenariat permettant aux collectivités locales d'accéder à des prêts à long terme à taux bonifiés et à une gratuité de l'ingénierie technique pour la modernisation et la rénovation énergétique des clubs dans les territoires. C'est vraiment en leur rapportant ces solutions qu'on peut leur proposer ce type de partenariat. Moi, je suis pas venue en assénant des recommandations ou en leur disant ce qu'ils avaient à faire, mais au contraire en étant en empathie par rapport aux difficultés de terrain qu'ils connaissent et en leur proposant des solutions partagées pour qu'on avance mieux ensemble demain. Voilà, ça c'est concret. Alors, la photo finish. Habituellement, pour la photo finish, il y a les prescriptions. Là, Thomas Binet, pour la photo finish, on va aborder la question des Jeux Olympiques, évidemment. Absolument. Et les Alpes 2030. Absolument, Frédéric. Moi, je voudrais vous poser une question simple, Amélie. Quels enseignements tirés de Paris 2024 peuvent être appliqués immédiatement aux Jeux d'hiver pour que ça soit une réussite? S'il n'y en avait qu'une à retenir de leçon, je dirais l'impératif de toujours, partout et en toutes circonstances, mettre l'intérêt du projet, du sport et des athlètes au-dessus de toute considération politique. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et l'autre élément que je garderai, c'est cette volonté à la fois d'avoir la tête dans les étoiles, c'est-à-dire une vraie ambition, une vraie audace, et en même temps vraiment les pieds sur terre, avec un goût quasi obsessionnel pour le détail, de manière à serrer la vis et les boulons partout pour que l'expérience délivrée
aux spectateurs du monde entier, aux téléspectateurs aussi, que tout ceci soit extraordinaire, et aux athlètes, bien sûr, qu'on n'oublie pas, qu'ils sont au cœur de l'événement. Mais avant, le CNOSF prépare les Jeux de 2026, les Jeux d'hiver. Et oui, nous sommes à pied d'œuvre. Eh bien, en tout cas, on a une belle dynamique. Là, il va y avoir, à travers toutes les prochaines semaines, beaucoup d'épreuves de Coupe du Monde, beaucoup de temps forts qui vont nous permettre d'affiner la préparation. Mais il y a déjà quand même des bonnes nouvelles. On a vu ce qui s'est passé avec un Paco Raça sur le slalom, ou même le bon état de forme d'un Clément Noël. On a même en patinage. Super patinage de vitesse. Oui, on n'a pas exactement. de piste longue distance en France. Tiens, encore un combat à avoir, Amélie Oudéa-Castéra. On vous réinvitera. Qu'est-ce que c'est passé vite avec vous? C'était la 50e. On a plein. Vous nous promettez de revenir? Mais oui, et puis j'aurais envie de vous parler de danse sur glace, de patinage artistique qui sont en train de voilà. Objectif médaille, un chiffre. Combien de médailles? Il faut qu'on soit dans le top 5. C'est ça l'objectif qu'on s'est donné, et être dans le top 5 de manière de manière costaud, ça veut dire aller chercher quasiment 50% de médailles d'or en plus, médailles au total en plus et médailles d'or. Donc voilà, mais notre délégation, elle est à pied d'œuvre. On sait qu'on a une énorme force sur le biathlon. On sait qu'on a la capacité à avoir des très belles performeuses et performeurs. Je pense à une Perrine Lafont, je pense aussi à... Allez, on ne peut pas tous les citer, Amélie. Mais à une Chloé Trespeuch. Enfin voilà, on a des super atouts, et il faut continuer. Et en tout cas, je leur adresse absolument tous mes encouragements. On sera là avec eux, et on va continuer à pousser très très fort pour qu'ils soient dans les meilleures circonstances. Allez la France. Thomas Bidet, rendez-vous la semaine prochaine, même heure. Absolument. Merci Amélie Oudéa-Castéra. Vous étiez l'invité d'honneur de la 50e de Champion du sport au business, avec notre réalisateur historique qui était là, Anthony Urvois, avec Elvine de Fazio à la rédaction du numérique. Tout de suite, Anthony Martin-Smith. C'est à vous, faut que ça change, Anthony.